Ensuite, on aura donc Gérard Bagnou, responsable du service Uniris, qui commencera par sa présentation. Ensuite, on aura Carmen Jombé et Anouk Santos sur la gestion des données de recherche. Et puis, Roberto Fabretti pour le DCFR. Et puis, en ce qui concerne les questions, vous pouvez les poser sur le chat pendant toute la réunion ou à la fin des 30 minutes, on aura aussi un temps dédié aux questions si vous préférez les faire parler. Donc, je cède la parole à Gérard Bagnou. Oui, bonjour toutes et tous. Merci de nous accueillir aujourd'hui à la FTSR. Alors, je vais prendre la main sur la présentation. Je pense, Michaela, tu vas me la donner. Voilà. Donc, il y a toujours une petite latence avec ça. Voilà, ça va être un petit peu le menu du jour. Donc, on a prévu de faire une présentation assez rapide sur une trentaine de minutes pour vous laisser aussi le temps de poser des différentes questions éventuellement. Vous pouvez le faire à travers le chat ou bien de toute façon aussi, on sera encore là après la présentation. Je parlerai assez brièvement de la partie Open Science, de la stratégie elle-même que nous avons mis en place et qui a été validée par la direction en décembre de l'année dernière. Et puis, mes collègues, donc Carmen Jambé parlera de l'Open Research Data avec Anouk Santos. Et ensuite, on aura M. Fabretti de la DCSR, qui est la division calcul et soutien à la recherche, qui nous parlera justement quelles sont les offres et les prestations qui sont offertes par la DCSR. Brièvement, la stratégie Open Science de l'université, elle s'accompagne d'un plan d'action et c'est surtout ça qui est intéressant. On a un aspect stratégique politique qui a été validé par la direction et un aspect mise en application concrète de cette stratégie qui se partage en 5 axes d'intervention qu'on a jugés comme étant prioritaires. Il y a d'abord un axe en lien avec la gouvernance, ensuite l'organisation, les infrastructures techniques, la formation, le conseil, et puis ce qu'on a appelé la nouvelle culture ou la communication. L'idée étant de faire connaître les enjeux de l'open science et puis aider notre communauté aussi à évoluer vers cette ouverture et puis à être sensibilisé, à sensibiliser tous les intervenants à ces enjeux-là. Vous verrez, si jamais vous pouvez trouver le document de stratégie que je présenterai brièvement, sous Open Science, le site de l'université en lien avec l'Open Science. J'ai mis déjà dans le chat les différents liens, notamment un lien qui renvoie sur un flyer sur Open Science que nous avons édité l'année dernière, et puis aussi sur la partie stratégie et action, et plan d'action. Donc les 5 axes, le premier c'est l'aspect de la gouvernance, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment de développer des politiques, des stratégies, des directives, des processus pour soutenir la vision de la direction quant à l'open science. Le deuxième axe, c'est l'aspect de l'organisation, c'est de mettre en place une organisation et qui existe déjà avec les différents chercheurs, avec les différentes facultés. On travaille très étroitement avec le dicaster recherche, bien sûr, mais également avec les facultés, les consultants recherche de toutes les facultés. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement top-down, mais il y a vraiment une volonté bottom-up de faire remonter aussi les besoins du terrain et des facultés pour trouver le meilleur moyen de développer et de mettre en place cette stratégie. Les infrastructures, c'est des moyens techniques qui doivent être fournis à la communauté pour stocker, pour partager, pour archiver les données de la recherche, comme on le fait avec les publications via l'outil Serval. Carmen vous parlera notamment de SwissUBase, qui est un futur outil de stockage et de partage de données. Ensuite, l'aspect de formation, parce que c'est vraiment important à nos yeux, et puis on a bien vu qu'il y a une demande assez forte de la part des chercheurs pour les accompagner, les autonomiser aussi dans la gestion de leurs projets, que ce soit au niveau des données, mais également au niveau, bien sûr, des publications en open access.
Et enfin, cet aspect de culture, communication, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser, comme je l'ai dit, l'ensemble de la communauté, le public aussi, aux enjeux, aux opportunités, aussi aux risques, hein, parce qu'il y a aussi des fois des problématiques, notamment légales et autres, qui doivent être portées à la connaissance de toutes et de tous. Brièvement, cette réflexion, elle est le fruit d'une enquête qui a été menée en 2015 déjà. Je vous informe aussi qu'il y a une nouvelle enquête qui va être lancée en début 21. Et grâce à cette enquête qui avait été menée par ma collègue Carmen Jambé, on a justement développé la stratégie et le plan d'action, ce qui nous permet d'avoir une stratégie et un plan d'action qui colle le plus proche possible aux besoins qui sont remontés de la part des chercheuses et des chercheurs de l'université. Il y a eu 3500 personnes qui ont été sollicitées. On a eu plus de 400 ou 500 réponses complètes à ce questionnaire. Et ça nous a permis justement de développer les différents axes que je vous ai très brièvement présentés. Ce qu'il faut dire également, c'est que la pratique de l'open science, elle n'est pas toujours bien établie au niveau des hautes écoles. C'est pour ça qu'on fait ce tour notamment, mais c'est aussi pour ça qu'on développe via le site web, via des tutoriaux, des soutiens, des formations, des événements pour sensibiliser la communauté, pour répondre à leurs questions et surtout pour les accompagner et être au plus proche des besoins de notre communauté. L'open science, c'est quelque chose, comme je l'ai dit, qui suscite un intérêt, mais aussi quelques craintes, hein. Il y a une tension quand même entre les avantages pour la science, pour la société, une certaine peur aussi d'un contrôle du travail, certaines aussi immersion comme ça, un petit peu par le haut de contraintes administratives supplémentaires. Donc l'idée, c'est vraiment aussi d'être en soutien pour aider les chercheurs à évoluer dans ce qu'est le paysage de la recherche d'aujourd'hui, hein, que ce soit au niveau national avec Swiss Universities qui va développer sa stratégie nationale, qui est en train de le faire, qui devrait sortir pas tellement avant 2022, voire fin 2021, on n'est pas encore sûr de ça. Et bien sûr, ce qui se fait aussi au niveau européen. L'open science, peut-être pour finir, soulève vraiment beaucoup de questions. On va y répondre en partie aujourd'hui à certaines de ces questions, mais on offre un service et des prestations pour répondre à ces questions, que ce soit les questions méthodologiques, comment est-ce qu'on va préparer les données, hein, comment est-ce qu'on va les partager, que ce soit aussi des questions juridiques ou éthiques. Il y a beaucoup de questions juridiques. Souvent, c'est beaucoup l'enjeu. Hein, les personnes ont à peine, et c'est tout à fait normal, à pouvoir répondre à tous ces enjeux, notamment de la protection des données, d'autres enjeux éthiques. Il y a des questions pratiques, hein, les infrastructures. Quelles sont les infrastructures que je peux utiliser à l'université, aujourd'hui, maintenant, et là, on aura une réponse avec la DCSR pour gérer, stocker mes données, et puis bien sûr d'autres questions plus épistémologiques comme les enjeux de la reproductibilité, notamment en sciences humaines et sociales. Alors, je vais passer la main à ma collègue pour la suite de la présentation. Oui, voilà, merci Gérard. Je devrais avoir le contrôle de la présentation. Donc, est-ce que… Oui, voilà. Donc, je vais aborder aujourd'hui assez rapidement les questions liées à la gestion des données de recherche et à l'exigence aussi d'ouverture maintenant qu'on a. Donc, depuis l'année dernière, il y a la directive 4.5 qui encadre le traitement et la gestion des données de recherche. Elle a été adoptée en juin de l'année dernière parce qu'il y avait un fort besoin et des fortes demandes, notamment d'espaces de stockage de la part des facultés. Et il s'agissait de fournir une réponse et un cadre voilà, pour pouvoir faire face à ce stockage croissant des données de recherche notamment. Donc, c'est pour ça que cette directive a été élaborée. Et elle précise un certain nombre d'éléments. Je vous parlerai, moi, plutôt de la question des règles de gestion des données de recherche. Et puis, ce sera mes collègues de la DCSR qui nous parleront plutôt des questions d'infrastructures de stockage qui sont fournies par la DCSR. Donc, l'article 1er de cette directive présente
justement les différentes règles qui sont ici à l'UNIL en matière de traitement, stockage, archivage et conservation des données de recherche. De manière générale, je vous inviterai à lire le texte dans son ensemble. Je vais me présenter les articles principaux en matière de gestion des données de recherche. Ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, non seulement la directive précise quelles sont les règles de gestion, mais elle précise aussi quels sont les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes, donc à la fois les chercheuses et chercheurs, à la fois l'université, les services centraux, et elle définit aussi des principes de tarification pour l'utilisation des ressources de la DCSR. Je ne passerai pas trop de temps, pas du tout même, sur ces questions de tarification. Si jamais il y a des questions à ce sujet précisément, ce sera plutôt les collègues de la DCSR qui pourront vous aiguiller. Un élément aussi important, c'est que cette directive s'applique à toutes les personnes qui utilisent les ressources de la DCSR. Donc, techniquement, toute personne qui n'utilise pas les ressources de la DCSR n'est pas soumise ou soumis à cette directive. Néanmoins, évidemment qu'on recommande fortement d'appliquer les bonnes pratiques de gestion des données de recherche et aussi les autres recommandations générales d'utilisation des ressources et des infrastructures UNIL. Mais c'était quand même bien de le rappeler que cette directive s'applique à toute personne qui utilise les ressources de la DCSR. Un autre élément aussi qui est important de souligner, c'est que cette directive s'applique aux données de recherche et donc par opposition aux données qui sont considérées comme hors recherche, donc toutes les données qui seraient liées au projet, à la gestion administrative du projet de recherche en général, que ce soit de la correspondance, la question des financements, d'engagement RH ou de communication à la fin du projet, relations avec les éditeurs scientifiques, etc. Donc, toutes ces données-là qui sont considérées comme hors recherche ne sont pas incluses dans cette directive. La directive concerne vraiment l'ensemble des données de recherche et on a une définition assez large de ce que sont les données de recherche ici à l'UNIL, qui sont à la fois les données primaires, donc originales, qui sont collectées ou créées par vous dans le cadre de votre projet de recherche, à la fois aussi les données existantes qui sont rassemblées et sur lesquelles vous vous basez pour mener votre projet. Et également toutes les nouvelles données qui sont traitées, qui résultent du traitement des données primaires, donc des données originales. Donc c'est vraiment une définition assez large. En gros, toutes les données collectées et produites dans le cadre de votre projet de recherche sont considérées comme des données de recherche. Un élément aussi important que la directive clarifie, c'est la question de la propriété des données de recherche. Donc là, la directive se réfère à l'article 70 de la loi sur l'Université de Lausanne et l'article 5 sur la propriété définit donc que les données de recherche sont propriété de l'UNIL. Et donc, c'est pour ça que l'Université de Lausanne peut émettre un certain nombre de recommandations, voire d'exigences en matière de gestion de ces données de recherche, de partage aussi. Mais bien évidemment que la question de droit d'auteur n'est pas inclus dans cet article-là. Donc, les chercheuses et chercheurs qui collectent et produisent les données de recherche seront considérés comme les productrices et producteurs de ces données-là et devront par exemple être cités si quelqu'un d'autre utilise les données. Un autre article intéressant, c'est l'article 10 qui précise justement que de manière générale, les chercheuses et chercheurs donc, qui utilisent les ressources de la DCSR doivent gérer les données de recherche tout au long de leur cycle de vie, donc voire même avant leur création, pendant leur création, pendant le projet de recherche et à la fin du projet de recherche, que ce soit par la destruction de certaines données ou leur archivage à long terme, dans le respect de la législation, évidemment, des directives de l'UNIL, des principes aussi et standards internationaux comme les principes FAIR ou les principes d'ouverture des données, qui sont les principes que défend
et que défend aussi la plupart des bailleurs de fonds comme le FNS par exemple. Et évidemment, toujours aussi selon les conditions contractuelles, parce que voilà, il y a certains, dans le cadre de certains projets, tout d'un coup, on a des contrats parce qu'on utilise les données fournies par des tiers. Enfin, voilà, donc ça, c'est évidemment la logique générale de se conformer aux règles et aux lois existantes dans la gestion des données de recherche. Un autre article important, c'est l'article 12, Data Management Plan, qui précise que pour toutes les personnes qui sollicitent la division calcul et soutien à la recherche pour des espaces de stockage, ces personnes-là doivent fournir un DMP, de la même manière que peut-être certaines et certains d'entre vous ont déjà dû fournir dans le cadre de projets FNS des DMP. Là, c'est la même chose. En fait, c'est l'idée que voilà, quand une demande est faite auprès de la DCSR pour obtenir des espaces de stockage, il va falloir fournir un DMP. Et Anouk, ma collègue Anouk, vous présentera l'outil qu'on est en train de développer pour pouvoir rédiger en ligne ces DMP. Voilà, un autre article justement qui rejoint déjà ce que j'ai dit à propos de la conformité dans le cadre de la gestion des données de recherche avec les exigences légales, c'est aussi la conformité avec les principes FAIR, donc Findable, Accessible, Interopérable et Réusable, qui sont des principes généraux et communément maintenant admis dans la communauté internationale pour pouvoir véritablement mettre en œuvre l'ouverture des données de recherche. Et donc voilà, ce sont des principes qui sont également soutenus et encouragés fortement par le FNS. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir se conformer à ces principes-là dans la gestion des données tout au long du projet de recherche. Enfin, la question aussi de l'archivage des données et de leur conservation à long terme à la fin du projet de recherche est précisée dans cette directive. Et là aussi, alors il y a la question des brevets, notamment qui est évoquée. Et dans le cas où voilà, il n'y a pas forcément de problématique liée à la propriété intellectuelle, le message principal, c'est de dire que, comme le fait d'ailleurs le FNS, les données qui sont associées à la publication devront être déposées dans un dépôt non commercial, idéalement conforme au principe FAIR. Et évidemment que les données associées à la publication doivent être déposées. Il s'agira aussi de sélectionner, enfin les chercheuses et chercheurs devront aussi sélectionner quelles sont ces données. Des fois, il n'y a pas lieu de tout déposer non plus, mais à minima, les données associées à la publication devront, à la fin du projet, être déposées dans un dépôt non commercial. Et ça me permet d'enchaîner avec justement la question du dépôt, parce que c'est souvent une question qui pose problème, vu qu'ici à l'université, on n'a pas encore de dépôt institutionnel pour les données de recherche comme on a un dépôt Serval pour les publications. Donc, un certain nombre de chercheuses et chercheurs utilisent les dépôts généralistes de type Zenodo ou Dryad pour les données. Et nous, à l'UNIL, on est en train de travailler sur la création d'un dépôt de données de recherche nationale avec l'équipe de Force, donc, qui est ici, vous connaissez peut-être, qui est le centre de compétences en sciences humaines, en sciences sociales, et qui a l'habitude, en fait, par son dépôt actuel Force Base, qui a l'habitude de s'occuper de ces questions d'archivage à long terme et de partage des données. Donc, l'idée, c'est avec l'université de Zurich, Force et Dash, développer ce dépôt national qui reprendrait le dépôt actuel Force Base et qui inclurait un certain nombre de services et de conformité aux principes et standards internationaux pour pouvoir offrir à la communauté des chercheuses et chercheurs un dépôt généraliste et à la fois aussi adapté aux disciplines pour les données de recherche. Donc, il y aurait vraiment un environnement où à la fois, en tant que chercheuse ou chercheur, on a la possibilité de gérer la question des données
en cours de projet, et puis facilement passer à la fin du projet, à la période de l'archivage vraiment définitif et à long terme de ces données, pouvoir facilement décrire ces données dans le dépôt, favoriser aussi la question de gestion des droits, des licences, de partage, etc. Donc voilà, c'est normalement dès le janvier prochain, on aura le dépôt Suis-UB, ce qui sera la solution préconisée ici pour déposer les données à la fin du projet de recherche. Et voilà, dans cet outil qui sera conforme aussi aux exigences non seulement de l'UNIL, mais aussi du FNS. Et donc, pour pouvoir accompagner ces différents projets de développement, notamment du dépôt ou alors de l'outil de rédaction du DMP, on constituera des modules d'auto-formation qui seront disponibles sur notre site sur différents sujets, que ce soit effectivement les DMP, les dépôts, mais aussi des questions peut-être plus d'organisation des données, de stockage, etc. Et on le mettra, ces différents ateliers aussi, enfin on aura les modules de formation. Auto-formation, on aura différents ateliers qu'on proposera aussi sur notre plateforme. Et notamment, ça me permet d'enchaîner avec ma collègue Anouk, on envisage effectivement de pouvoir former sur la question de l'outil de rédaction des DMP que Anouk va vous présenter maintenant. Voilà. Oui, alors du coup, j'attends juste d'avoir le contrôle sur la présentation, comme ça je pourrais la passer. Voilà, normalement c'est bon. Alors du coup, oui, bonjour à toutes et tous. Donc je vais très rapidement vous présenter le projet DMP Online dont je suis chargée actuellement à Uniris. Donc DMP Online, c'est un outil de rédaction des DMP qui sera disponible à l'Université de Lausanne normalement dès janvier 2021. Ce n'est pas un outil qu'on a développé. En fait, on a acheté une licence et puis on a une instance UNIL en fait, de DMP Online. Actuellement, on est en fait dans une phase de test. Donc, on a rédigé un modèle générique, un template en fait générique de DMP UNIL qu'on a fait tester auprès des consultantes et consultants recherche. Et puis, on pense par la suite développer des modèles disciplinaires ou facultaires dans une seconde phase du projet. Si jamais vous voulez déjà aller voir à quoi ressemble DMP Online, donc notre instance, celle de l'Université de Lausanne, vous pouvez aller voir à l'URL qui est là-dessous, donc dmp.unil.ch, en sachant que ce n'est pas encore tout à fait la version finale, mais enfin voilà, l'esthétique sera celle-ci. Et puis, je vais vous montrer un peu rapidement quelles possibilités nous sont offertes par cet outil. Alors, non, je reviens en arrière, je fais le truc, pardon. Donc ça, c'est la page d'accueil de DMP Online, donc de notre instance Université de Lausanne avec nos couleurs, notre logo, etc. Donc, il faudra se créer un compte pour se connecter, en fait. Et puis ensuite, vous êtes rattaché à l'Université de Lausanne, ce qui nous permet de profiter de toutes les fonctionnalités, en fait, de l'outil. Une fois que vous êtes connecté, en fait, ça fonctionne avec un tableau de bord où il y a les plans de gestion de données, donc les DMP que vous avez déjà rédigés, qui sont mis. Donc là, c'était une capture d'écran du compte de Carmen avec tous les tests qu'on a fait. En fait, pour créer un plan, il va suffire de créer sur le bouton Create Plans, qui est en haut ou en bas de cette capture d'écran, de répondre à 3 questions. Et puis finalement, on arrive sur le DMP en tant que tel. Donc la première phase, c'est de renseigner les détails du projet. Donc simplement le nom du chercheur, quel est l'organisme de financement, quelle est la personne de contact, etc. C'est la première étape de rédaction du DMP. Ensuite, vous êtes invité à remplir les sections du DMP. Donc ça, c'est une capture d'écran justement du DMP générique UNIL qu'on a développé avec les différentes sections. Puis c'est celui-là qu'on a fait tester. Et puis après, un level encore plus loin, c'est de répondre aux questions qui sont dans ces sections-là. Vous voyez que sur cette capture d'écran, qu'en fait, on a mis en place de l'aide en fait, pour chaque question, avec des ressources pour vous aider et vous au mieux en fait, à répondre à ces questions. Et puis, il y a aussi un champ commentaire, parce que DMP Online permet en fait une écriture collaborative du DMP, permet de travailler à plusieurs dessus.
Une autre fonctionnalité de l'outil, c'est tout ce qui est partage du DMP. Donc, premièrement, il est possible de le publier, en fait, une fois qu'il est rempli, de le publier sur DMP Online pour donner des exemples à d'autres personnes ou simplement lui donner une visibilité. Et puis, donc, il y a cette notion de partage entre plusieurs personnes. Donc, vous pouvez inviter des personnes à travailler avec vous, leur donner des rôles différents et des droits différents. Une autre fonctionnalité qui est très importante pour nous et qu'on a mis en place, c'est l'option de demander un feedback. Vous pourrez, via la plateforme directement, demander un feedback en fait, sur votre DMP. Et puis, bien, quelqu'un dans notre service le relira et puis on donnera nos suggestions, nos remarques via aussi les commentaires. Et finalement, bien entendu, DMP Online offre la possibilité de télécharger le plan dans plusieurs formats, notamment pour le joindre à votre demande d'espace de stockage à la DCSR. Et d'ailleurs, je passe la parole à, à quelqu'un de la DCSR. On m'avait annoncé que c'était monsieur Roberto Fabrici qui est là, je crois. Donc, je rends le contrôle et voilà, c'en est tout pour DMP Online. Bonjour, je vais prendre la parole. Il faut juste m'autoriser à partager mon écran. Oui, j'essaye, mais il ne me laisse pas l'option en fait de vous donner les droits. C'est bizarre. Ah, c'est peut-être parce qu'il n'est pas co-hôte. Oui, mais je ne peux pas lui donner je ne peux pas le faire co-host. C'est bizarre. Carmen, est-ce que tu arrives, toi? Alors moi, j'arrive pas non plus. Je suis en train d'essayer de bidouiller, mais... C'est en effet étrange. Voilà. Ah voilà, oui. Peut-être que c'est bon maintenant. Oui, c'est bon. Je vous ai mis. Voilà. Parfait, merci Carmen. Okay. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, c'est tout bon. Merci beaucoup. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous présenter la division de calcul et soutien à la recherche qui a été fondée en 2019. Donc, on est presque tout nouveau à l'université, contrairement à la FTSR. Et donc, les missions qui nous ont été assignées sont fournir des ressources de calcul, des ressources de stockage, mais surtout un support applicatif aux chercheurs afin qu'on puisse les aider à résoudre leurs problèmes de recherche dans tous les domaines. Alors, aussi bien dans les domaines qui demandent beaucoup de ressources informatiques que dans des domaines qui auraient plus besoin de conseils algorithmiques, de conseils de présentation de données ou autres. Et tout ça, notre objectif, c'est de le faire à la fois pour des données normales ou des données sensibles qui contiendraient des informations qui sont soumises au droit pour les données sensibles. Donc, je suis le directeur de cette division et nous avons une équipe de 6 personnes en interne et plus 2 externes. Moi-même, Monsieur Yohan Roche pour ce qui est le calcul à haute performance. Je m'occupe de la partie stockage. On sous-traite des parties à l'Institut suisse de bioinformatique, mais les personnes importantes pour vous, je pense, seront messieurs Jean Voine et Orliac et messieurs Philippe Jacquet et Thierry Lombardo. Elle est organisée comme ceci. Donc, elle est pilotée par un comité scientifique qui se réunit en général 2 fois par année, qui décide des orientations stratégiques.
qui s'occupe de faire de la publicité pour la DCSR en interne aux facultés, au décanat et en externe, et qui s'occupe de gérer l'arbitrage pour l'accès aux ressources, parce que sinon, ce sera toujours les mêmes facultés qui trusteront complètement les ressources que peut offrir la DCSR. Elle est pilotée au jour le jour par un comité exécutif qui est en charge d'implémenter l'orientation stratégique et d'harmoniser la proposition de ressources avec les autres plateformes de l'UNIL et qui s'occupe du lien avec la direction. Donc, il y a un directeur, des administrateurs système et 5 personnes qui sont dédiées au conseil. Donc, bon, ça, c'est les ressources qui sont actuellement en service. C'est principalement du stockage et du calcul. On a aussi une machine dédiée pour le calcul de données sensibles. C'est-à-dire, elle est séparée du réseau Internet pour des gros traitements de données sensibles. On est en train de mettre en place ce qu'on appelle des stations de travail virtuelles pour le traitement de données normales ou sensibles, c'est-à-dire vous vous connectez sur cette machine avec un navigateur web et vous avez votre station de travail disponible depuis partout à l'aide du VPN de l'UNIL. C'est une infrastructure qui est en train d'être développée et qui commence à être disponible maintenant. Nous avons fait l'acquisition d'un nouveau cluster qui sera en production en 2021, qui permettra l'implémentation de nouvelles technologies comme ce qui est machine learning. Pour accéder aux ressources de la DCSR, il y a une page web qui vous demande de renseigner différents champs par rapport au projet. Je vais essayer de faire une démo. Donc ici, je mettrai le lien dans la présentation. Donc ici, on peut créer une nouvelle demande de ressources. Donc on renseigne les informations personnelles du responsable du projet. Donc ça doit être un responsable de projet qui peut remplir ce formulaire. Ensuite, il faut indiquer un nom de projet de recherche. Le bailleur de fonds principal. Donc, si c'est un projet interne, il faut mettre UNIL. Sinon, il faut mettre FNS ou CEFRI ou Union européenne. La date de début. La date de fin. Ça, c'est purement indicatif, il ne faut pas avoir peur. Et puis, le placer au niveau de l'université. Et indiquer si c'est des données normales ou sensibles. Il faut aussi indiquer la date d'établissement du DMP, comme ça a été indiqué tout à l'heure. Et puis là, c'est les ressources qui sont nécessaires. Donc, si vous avez besoin de stockage ou de calcul, en cliquant sur le produit sélectionné, vous pouvez avoir un certain nombre d'options.
par exemple, l'espace 10 dont vous avez besoin, en sachant que les 1000 premiers gigabytes sont gratuits. Ce stockage sera ensuite accessible à la fois depuis les machines de calcul et depuis votre poste de travail, quoi. Si c'est pour le calcul, il y a un peu plus de choses à renseigner. Donc, l'espace de stockage, on va dire 100. Le temps de calcul, tout ça est absolument indicatif. Donc, on peut mettre une valeur aléatoire, mais c'est juste pour nous permettre de planifier si quelqu'un a des besoins énormes. Et puis, ensuite, on peut prendre connaissance et soumettre la demande. Si vous avez des difficultés à remplir ce formulaire, on est là pour vous aider. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Merci pour la DCSR. Et donc, pour comment demander du soutien, il faut envoyer un mail à helpdesk@unil.ch avec des CSR dans le sujet du mail. Comme ça, c'est redirigé directement chez nous.